Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Marseille Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmdtélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, en Guadeloupe, à Mayotte, également en Guyane, en France et en Martinique, bonsoir, et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie du docteur Maurice Montezum. Docteur, comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Larocher, je vais très bien. Merci. Merci de prendre de mes nouvelles. Je vais bien aussi. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir docteur Rougira, comment allez-vous? Bonsoir, docteur en économie. Bonsoir, M. Larcher. Bonsoir à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, pardon. Je vais très bien et j'espère que vous aussi. D'autant mieux que vous êtes là, M. Rougira. Bonsoir, Cindy, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Je me porte bien. J'ai passé une excellente vacances. C'était très agréable. Bien sûr, j'étais en vacances. Vous ne voyez pas le sourire radieux sur mon visage? Non, mais on pensait que c'était parce que vous travailliez. Non. J'étais en vacances. Je ressors avec plein de beaux souvenirs. Donc voilà, je reviens apaisée. Malade, mais apaisée. Rappelez-nous d'où vous travaillez déjà. Je ne dirai pas cela à la télé. Merci beaucoup. Alors dites-nous, vous étiez... Elle a dit qu'elle était malade. Où est-ce que vous étiez en vacances? J'étais en croisière et puis j'ai fait un petit parcours. Et puis j'ai visité Guadeloupe. Bon, je connaissais déjà la Guadeloupe. Tortola, Saint-Kitts et puis après Saint-Domingue. Et vous êtes revenu de là malade? Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai beaucoup apprécié Saint-Domingue. Franchement, c'est un pays vraiment beau, avec de beaux paysages. Et malheureusement, il y a un problème de déchets parce qu'ils ont un problème de... Il y en a partout. Voilà, il y a des déchets partout, malheureusement. Mais sinon, les gens sont bons vivants, l'ambiance est bien, il fait chaud. On n'est pas trop dépaysés non plus de la Martinique. Et ils n'aiment pas les Haïtiens. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, hormis ces deux problèmes, les Haïtiens et les déchets, à part ça, c'était fort agréable. C'est un pays que le docteur Montezum connaît particulièrement bien, oui. Mais pas pour les mêmes raisons que vous avez Ah oui. C'est pas du tout. En tout cas, Les déchets, ils ne les voient pas. Les Haïtiens, encore moins. Encore moins. J'espère qu'il parle bien espagnol. ah oui. On n'a même pas besoin de parler espagnol. Seigneur, habla espagnol? Habla espagnol, Seigneur? Non, on n'a pas besoin. Pour ce pourquoi il va là, il n'a pas besoin. Et puis, non, Vous êtes taquin, vous êtes taquin. En tout cas, oui, c'est très beau. Ils ont une belle culture. En tout cas, j'avais remarqué quelque chose, c'est malgré tous ces déchets, des pneus, des vieilles bouteilles, etc. Des sacs en plastique. Il n'y a pas plus de moustiques qu'à la Martinique et la dengue ne tue pas plus qu'à la Martinique. Alors c'est très curieux. Oui, c'est ça. En tout cas, ils ont une belle industrie du tabac et du cacao. Je trouve ça très Ça intéressant. vous ennuie si je salue le docteur Mpaye? Oui, allez-y, salut. J'étais étonné de l'entendre vanter l'industrie du tabac. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Le cigare plutôt, le cigare, voilà. Non, c'est pareil. Non, ça c'est pas. C'est plus naturel, il n'y a pas de nicotine dedans. Ah bon, d'accord. Voilà, d'accord, c'est ça. ok. Ouais, d'accord. En tout cas, bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, voilà, elle a dit qu'elle venait de croisière. Et c'est vrai que la plupart des croisiéristes que j'ai vus dans mon cabinet étaient tous grippés. Oui. Tous grippés. Tous. C'est un Avec fléau. Une grippe bien carabinée, hein, tous ceux qui reviennent de croisière. Donc je leur souhaite bien évidemment une belle croisière pour ceux qui partent samedi, c'est-à-dire demain. Et surtout, essayer de prendre quelques médicaments parce qu'il paraît que dans le bateau, la consultation coûte un petit peu cher. Oui, mais Voilà. vous savez que dans la période du Covid, on a tous compris qu'il y avait beaucoup de microbes dans ces C'est ça, bateaux-là. exactement, C'est ça. tout à fait. Une concentration de De personnes. personnes. Bien sûr. Et Tout à les fait. microbes se répandent beaucoup plus facilement. Ouais, trouve un milieu naturel, on va dire ça. Oui. Je vais assouvisser ma curiosité. Oui. Votre chemise, il y a manqué 4 là, en chiffre roumain. 4. Oui. En chiffres Non, non. roumains. En Oui. chiffre roumain, là. Oui. Pourquoi? Vous avez 4, 5, 6, 7, c'est comme ça. La prochaine fois, vous aurez une chemise Vous êtes arrêté à cinq. 6? Vous êtes arrêté à 6? Non. Non, vous avez... Non. non, mais les numéros... Commencez à 10, 15, 20. D'accord, donc c'est par numéro de chemise. Chaque chemise a un numéro. C'est ça que je voulais savoir. Exactement. Plus sérieusement, docteur Montezum, quand on vous parle de l'esclavage, la traite négrière, sans réfléchir, la première image qui vous vient dans la tête, c'est quoi? L'image.
La première image. Traite négrière, première image. On a un psychiatre. La première, Non, des images, vraiment, pas la psychiatrie, c'est pas une image. Quelle est l'image qui vous vient? c'est la traite arabo-musulmane. Mais non, l'image, une image. Je vous dis, Ah, traite négrière. Une image. dans la traite. Ah oui, eh bien, ce sont des gens enchaînés, quoi. c'est Ok, ça, décidez qui- que qui- vous avez- alors, si on traite... Non, la vous avez traite, répondu. Des gens enchaînés, noirs, hein, quand même. Oui, noirs, des gens Oui. noirs. Vous avez dit traite négrière quand même. Oui, là. oui. Oui, excusez-nous. Et vous, docteur Montezuma? C'est lui. Non, pas Montezuma. ça va pas là. Non, vraiment, je crois que la psychiatrie s'est invitée. Bon, Ou la santé mentale. Ou la santé mentale. Alors, l'esclavage, pour moi, bon, c'est la chose la plus abominable. Bon, je vois des enfants, des femmes, des hommes nus. Ok, d'accord. Entravé. Voilà. Travail, etc. Et vous, petite dame? Moi, c'est bizarre, je vois les bateaux, je vois de grands voilés et les personnes empaquetées les uns contre les autres. C'est ça pour moi, la traite négrière. Et vous, docteur? La cale. Et vous me dites traite, je vois la cale avec les gens entassés. Mais pas forcément une image précise, mais une image dessinée. Les gens qui sont, voilà, mis les uns sur les autres. Donc voilà, c'est l'image que tout le monde, quand on parle de traite négrière, ce sont ces images-là qu'on a. Des gens enchaînés, des gens au fond de cale, etc., des gens comme ça. Et puis, c'était aussi mon sentiment, jusqu'à ce que je lise ce livre qui s'appelle « Paroles d'esclaves » et qui parle des esclaves dans nos régions. Et c'est extraordinaire. On se rend compte que c'est pas... Au départ, c'est ça, forcément. Ils sont pris, ils sont mis dans des cas, ils sont mis... Mais après, l'esclavage, c'est pas du tout ça, quoi. Je veux dire que... Et on en avait parlé une fois ici, et je vous avais dit qu'on ne peut pas avoir acheté des esclaves et être toute sa vie à leur donner des coups, à leur couper les jarrets, etc. C'est pas possible. Et effectivement, ce livre-là confirme qu'il y avait une vie des esclaves que nous n'imaginons même pas. Il faut véritablement lire ce livre. Hein. Paroles d'esclaves, et vous aurez une idée plus juste de ce qu'a été l'esclavage quand même. C'était pas marrant, mais ils pouvaient se marier ou à peu près avoir des femmes, etc. Ils pouvaient faire un petit bout avoir un petit terrain que leur donnait le maître. Ils faisaient des produits sur le terrain qu'ils vendaient au maître. Il y a vraiment une vie assez extraordinaire dans ce Assez paisible. Assez paisible. Non, mais je ne vois pas où il veut en venir. Non, je ne sais pas où il va en venir, mais... Je cherche. Juste des chiffres. Je cherche l'issue. Mais Juste bon, des allez-y. chiffres. Comment, dans les années... Bon, ben, je vais le lire. au début de l'esclavage, Vous dans l'avez les trouvé, années oui. 1800, la Martinique avait à peu près 110 000 habitants. Il y avait, mettons, en gros, 10 000 maîtres, 10 000 esclavagistes, si vous voulez. Et puis, 100 000 non. Alors, comment 10 000 personnes peuvent contrôler 100 000 personnes sans avoir un appareil de répression, de punition, de machin. Enfin, un appareil de violence pour maintenir les gens dans la servilité et dans l'obéissance totale. C'est ce que les C'est ça, esclaves, non, je n'arrive les pas à comprendre esclaves ça. acceptaient d'être esclaves. Et Ils acceptaient d'être esclaves. Pour eux, c'était normal. Vous mais êtes- non, mais l'appareil répressif, vous monsieur. parlez- monsieur. il y a eu On des vous nègres coupe la jambe marrons. lorsque vous... Alors, vous êtes dénigrés les nègres marrons qui se sont libérés, qui ont fui sur les... J'aime bien voir, j'aime bien M. Montezuma Attendez, en train de regarder monsieur. Attends, juste une seconde. Et j'imagine le discours qu'elle a au esprit. Mais de quoi il parle? Non, mais je suis en Vous train essayez de trouver Monsieur- une justification Monsieur Mbaye. à l'introduction de notre émission. Monsieur Mbaye. Oui, dites-moi. Je suis en train de vous dire de quelque chose d'important. Oui, non, mais Que je- Cette image que vous avez révélée, que j'avais aussi, Oui. Oui. eh bien, il faut avoir le courage de la reconsidérer. Il faut, c'est pas facile. Je vous invite à le faire. Reconsidérer cette image. Papa vient de me dire le nègre marron partait, etc. Mais oui, Mais non. mais si, en condition d'esclaves, les plaisaient tant que ça, il n'y aurait pas eu des nègres marrons qui auraient fui les habitations, mettre en Mais place je une suis en train- armée je suis en ou se train- rebeller, ça n'a pas de sens. Je suis en train de vous dire que cette image, on a du nègre marron qui fuit avec un tas de chiens qui le bouchent et tout, c'est une fausse image. Ouais.
Ça mon a Dieu, existé Seigneur. peut-être, mais de façon très marginale. Il y avait des marrons qui partaient le matin, le soir, ils allaient sur l'habitation d'à côté rencontrer leur maîtresse, ils couchaient avec la maîtresse, ils revenaient. Et donc ça, Eh bien, ça vous suffit. Et donc ça, c'était une belle vie. Enfin, je c'était ne dis pas que c'était une belle vie. Mais si, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas que c'était une belle vie. Je vous dis Oui. que Il y la avait une vie, vie. ici, je vous rappelle, les esclaves, les marrons ici en Martinique, qui se sont soulevés, machin, ça n'existe pas. C'est pas Comprenez? bon. Ok. Oh là Non, mais- Bon, mais alors, vous savez, monsieur Laouché, même quand vous êtes dans la cale du bateau, c'est une vie aussi. Mais c'est pas de ça. La mais cale c'est du une bateau, vie. c'est une horreur. ok? Non, comment ça, c'est une horreur? Mais Je non, vous c'est dis, une vie. c'est une horreur. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a écrit dans un livre en disant que c'était une vie. Hein. Non. Ouais. Il ne s'agit pas de dire que c'est une vie. Je vous dis qu'il faut que nous regardions, nous. Alors, je vais vous dire peut-être le fond de la pensée. Nous aimons faire pitié. Nous aimons qu'on nous... qu'on ait... faire pitié, quoi. C'est pour ça qu'on décrit toujours l'esclave comme quelqu'un de machin, etc. Certainement que c'est pas bien d'être esclave. Seulement, le monde de l'esclavage n'est pas celui que vous avez dit, là, ou que j'avais à l'époque. C'est pas je ça. veux Maman. vous citer Césaire. On peut Je veux pas. citer Césaire. Ceux à qui on a inoculé la Comment peur, on peut dire la ça? peur, le Mais c'est- lambénisme, le ceci, Absolument. cela. Et puis c'est ça, c'est je ce vous- roman-là que vous... On peut pas que vous- Mais c'est ce que je romantiser, suis en on train peut de- pas romantiser la vie d'esclave. Mais c'est On ça. ne romantise pas, Mais si, c'est Non ça. mais justement. attendez, quand je suis allée en Guadeloupe, la première chose que je suis allée faire, c'est aller voir le Memorial Act. Oui, moi aussi. Et c'est un musée formidable. Non, c'est et une qui- horreur. Et qui explique bien que la vie d'esclave, c'était pas une vie facile, qu'il y avait des sévices, il y avait des armes pour les maintenir dans l'obéissance. Donc, ils avaient des parcelles de terre parce que le maître ne voulait pas les nourrir. Et donc, du coup, je te donne une parcelle de terre et tu te nourris toi-même. Après avoir travaillé, courbé dans le champ, combien d'heures il faut aussi s'occuper de ton propre jardin pour te nourrir. Écoutez, monsieur Larocher, je suis désolée, mais je peux pas admettre qu'on romance cette partie d'une vie horrible de Ok. personnes qui ont souffert. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'image que vous m'avez dit, c'était le mec enchaîné, etc. Machin. Moi, je vous dis que l'esclavage, ce n'était pas que ça. Il y a pas que- C'était loin d'être ça. Comment ça? Alors, effectivement, M. Laouché arrive aujourd'hui avec un nouveau livre. Non, mais c'est très en sa faveur ce que je dis. C'est-à-dire que moi, je vois, je le vis comme lui. De plus en plus, de façon accélérée, il y a des gens qui étudient, qui essaient d'aller en profondeur pour bien comprendre ce que c'était que l'esclavage, qui écrivent des choses qui nous permettent de mieux appréhender cette situation. Effectivement, M. Laouché, il y a des choses, comment dirais-je, qu'il faut peut-être expliquer, c'est-à-dire en tout expliquant, en expliquant de plus en plus, on finira par se faire une idée, puisque vous avez commencé l'émission en nous disant qu'est-ce que ça représente pour vous. Bon, en tout cas, de ce que moi je lis actuellement, puisque je vous ai dit que c'est en accéléré, on écrit beaucoup de choses, moi ce que j'ai retenu en diagonale, c'est que l'esclavage commence dans l'Antiquité, elle commence en Mésopotamie, elle est réglée par un code, je crois qu'il s'appelle Abu Dhabi. Non, voilà. Et dans ce code, il y a plus d'une trentaine de prescriptions pour l'esclavage. Ensuite, ça va passer chez les Grecs. Ensuite, ça passe chez les Romains. Ensuite, ça passe dans l'Europe médiévale. Tout ça existe. C'est un esclavage particulier qui est bien codifié, qui touche à la famille, qui est organisé. Et puis, il y a l'esclavage des Noirs. Alors là, c'est différent. Dans ce que je lis, c'est tout à fait différent. Alors, si, effectivement, dans l'esclavage européen, c'est codifié, dans l'esclavage aux Amériques, là, c'est le code, le code noir de Colbert qui le codifie. Mais ça n'a... Alors, vous allez les comparer, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que celle des Noirs
elle est particulièrement cruelle, c'est-à-dire que, alors que dans l'Antiquité et dans l'Europe, il y a quand même une humanité qui transpire, qui existe chez l'esclave, chez les Noirs, on leur dénie toute humanité, et ce ne sont pas des humains, ce sont des choses qu'on connaissait seulement, la chosification. C'est la première fois qu'on fait de la chosification de l'être humain. De l'être humain. Mais je suis bien d'accord avec vous que il s'est passé des choses, bon, les gens le disent pas. Par exemple, j'ai lu un jour qu'en Haïti, il y avait un maître qui... les maîtres se reposaient toujours sur certains de leurs esclaves. Par exemple, par exemple les hommes, ils avaient leur nègre qui faisait tout pour eux, leur maîtresse, qui connaissait tous leurs secrets. Eh bien, vous lisez qu'en moins, il lui a laissé 75 hectares de terrain. Oui, ça existe. Ça existe. Ça a forcément existé. Il y a des femmes blanches qui Mais les il n'empêche que c'est chez les Noirs, c'est les Africains réduits en esclavage que ça a été le plus horrible. Et je vous répète, je l'ai déjà dit ici, partout où il y a eu des problèmes où les gens sentent qu'ils ont été frustrés, ils se sont fait réparer, et c'est vrai que pour le moment, les seuls qui ne se soient pas fait réparer, ce sont les Noirs. Ok. Donc je voulais vous conseiller ce livre pour avoir une idée plus vaste, plus large de l'esclavage. C'est ce roman. Même si on est bien... Pourquoi c'est un roman? Ce sont des chercheurs qui sont allés dans les tribunaux. C'est qui Frédéric Réjean, Gilda Gonfier, Bruno Maillard. C'est 3 personnes. Je pense que ça peut être... Non, il faut le lire. Ils sont de quelle origine, ceux qui ont écrit ce livre? Ah, je ne sais pas d'où ils sont. Comment ça, vous ne savez pas? Comment il faut que je sache? Vous savez, hier ou avant-hier, j'ai écouté une émission. J'ai écouté une émission sur Martinique Première. Ah oui, c'est avec M. Roumana. Où il parlait... Non, mais attendez, je vais vous répondre juste. Frédéric Réjean est maître de conférences en histoire à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Très bien. Gilda Gonfier est autrice et chercheuse indépendante. Et Bruno Maillard est chargé de cours en histoire à l'Université Paris-Est-Créteil. Il faut lire ça. Ce sont des universitaires. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas. Au fur et à mesure que nous allons nous battre pour que l'histoire de l'esclavage soit mieux comprise et mieux apprise, vous aurez de plus en plus de gens qui vont sortir des bouquins de ce genre-là pour essayer de justifier, pour essayer de nous expliquer. Je ne suis pas sûr qu'ils justifient. Laissez-moi finir. Pour essayer de nous expliquer qu'en réalité, vivre en esclavage était finalement du bonheur. Excusez-moi. De leur trouver aux gens qui vivaient en esclavage des avantages particuliers. Parce que c'est ça que ça veut dire. Qu'en réalité, ils ne voulaient pas enchaîner. On se doute bien que les gens qui étaient en esclavage ne voulaient pas avoir des chaînes toute la journée. Vous n'avez pas, je vois qu'aucun Martiniquais ici présent ne peut imaginer dans sa tête que vivre en esclavage, c'était de marcher avec des chaînes aux pieds toute la journée et de courir le long des champs. Sauf vous. C'est ce que vous avez dans la tête. C'est ça que vous avez dit. On a bien parlé du bateau. Mon image à moi, c'est le bateau. C'est-à-dire, la moment, il traverse. On se doute bien qu'arriver dans un endroit qui n'est pas le vôtre, on ne va pas vous mettre avec... De toute façon, vous allez aller où? Vous ne pouvez pas vous en aller, vous étiez dans une île. Bien évidemment que vous allez faire votre vie là et que vous adaptiez à ce que vous étiez incapable de faire pour certains ou alors de fuir pour d'autres. Mais de prendre un bouquin et de dire que ça, c'était la généralité, que c'est la normalité, et que tout le monde vivait bien dans les plantations. Personne n'a dit que les gens vivaient bien. Non, mais la façon dont vous l'avez présenté, dont vous l'avez présenté en disant, oui, il faut peut-être voir l'image parce que nous avons dit que c'était une image de nègre dans un bateau. Et que vous avez dit c'est des gens enchaînés, il a conclu en disant c'est pas l'image qu'il faut avoir. Comme si l'image du nègre dans un bateau, excusez-moi, comme si de dire que l'image du nègre dans un bateau, l'image de la personne enchaînée n'était pas la vraie image. Je m'excuse, c'est l'image de l'esclavage. D'accord? On avait dit l'image de l'esclavage. D'accord? Mais de ce qui se passait, ça n'explique pas ce qui se passait dans les plantations. C'est pas ce qu'on dit. On a dit l'image de l'esclavage. Maintenant, vous avez ce qui se passe de la vie. Vous nous avez demandé une image. Vous nous avez pas demandé de raconter un récit de la vie d'un esclave dans une plantation. Vous nous avez demandé une image de l'esclavage. On vous a dit l'image de l'esclavage, c'est ce que j'ai comme image. Maintenant, vous avez la vie de l'esclave. C'est complètement autre chose. Et ce qu'ils peuvent dire là, c'est pas parce qu'ils le disent que les gens avaient une vie
extraordinaire. Personne ne vous a dit que les esclaves avaient une vie Parce que quand il le dit, parce que quand il fait la transition, en partant de l'image que nous avons, en disant, voilà le bouquin qui dit que ce n'était pas ce que nous avons comme image, je trouve que c'est biaisé, je trouve que c'est malhonnête, parce que ce n'est pas ce que nous pensons de ce qu'il y avait dans une plantation. C'est tout ce que je dis. Hein. Bon, ok. Ce que Voilà. vous dites, je répète, ce sera très clair. Nous tous, en Martinique, nous avons comme image ce qu'ont exprimé ces 4 personnes sur ce plateau et que j'avais également, c'était moi, l'image. Pour moi, l'esclavage, c'était ça. Et j'avais l'impression que même dans les plantations, on passait son temps, d'ailleurs, vous l'avez déjà exprimé ici, à battre les esclaves, Non. à leur couper les jarrets, C'est etc. pas ça qu'on a dit. C'est Ok. pas ça qu'on a dit. On n'a jamais dit ça. Mais qui a dit ça? Pas aujourd'hui. Hein. Non, mais qui a Mais dit ça? non. Mais personne ne le dit. On n'a Je jamais me dit ça. rappelle On qu'on a dit avait- qu'il y avait des sévices. On a dit qu'il y avait des punitions sévères. Oui. Quand Ok, donc on avait des punitions sévères, etc. Et c'est Mais vrai. le code noir le dit. Oui. Vous vous Mais attendez. enfuyez, on vous... Oui, c'est écrit. Mais c'est écrit. C'est écrit dans le code noir, c'est pas nous. Comment pouvez-vous Ok. venir nous mettre devant des Ce que- choses qui sont Ce que complètement... je suis en train de dire, c'est que Faites attention à ce que vous l'organisation dites, de hein. l'esclavage, etc., ne correspond pas exactement à cette idée que Ah nous bon en avons. Il y avait une... Alors, ces gens sont allés dans les tribunaux, ce sont des procès qui sont faits à des esclaves, et à partir de la réponse des esclaves, ils voient comment vivaient les esclaves. Ok. Et donc, c'est un livre intéressant à lire qui va nous donner une autre idée. Et les On va marrons, lire, on va lire. les marrons étaient pas... Non, on va étaient lire, des on va lire, gens- on va lire. Le marronnage, c'est pas Attendez, du tout l'idée qu'on a. Attendez, monsieur Laouché, vous comprenez Oui, très on bien a que fini. vous êtes le seul sur le plateau à avoir lu le livre. C'est quand même difficile pour nous D'accord, de alors- discuter avec vous. Quand nous l'aurons lu, nous pourrons... D'accord. Enfin, je vous le conseille. Ok, Je très vous bien, laisse très simplement bien, vous très dire bien. ce qu'il y avait dedans. Avant de parler de quoi vous voulez parler quand même là? Des Non, enfants, attends, mais on a une liste. Oui, mais- des enfants qui sont placés. On viendra. Alors, les enfants placés. Alors oui, je voulais parler des enfants qui sont placés en famille d'accueil, sachant que nous sommes propices à des fêtes de famille, comme Noël. Et du coup, je voulais vraiment parler de cela parce que c'est un sujet délicat, mais je voulais quand même en parler, sachant que le nombre d'enfants placés dans les familles d'accueil ne cesse d'augmenter. Et nous pouvons constater en tout cas que les femmes qui ont ces enfants placés continuent à percevoir des aides de l'État, voilà, clairement, malgré que les enfants sont placés en famille d'accueil. Et surtout, elle continue à enfanter d'autres enfants, sachant que les premiers enfants qu'elle a déjà eus est en famille d'accueil. Donc voilà, c'est vraiment une problématique dont je voulais parler. Je ne sais pas si c'est une problématique qui vous choque. En tout cas, moi, ça me choque parce que nous avons un problème de délinquance sur le territoire. Et ça, ce n'est pas nouveau. Et je pense que c'est en partie à cause de ce problème qui est immergé, selon moi, et qu'on n'a pas suffisamment parlé. Donc, Vous parlez des familles d'accueil. alors, je voulais parler, dans un premier temps, des familles d'accueil, comment les enfants sont traités en famille d'accueil. Je voulais parler des femmes qui... Comportement des femmes. les femmes qui enfantent, voilà. Et- Dont les enfants vont aller en famille d'accueil. et qui continuent à enfanter et percevoir les aides de l'État, alors que les enfants sont en famille d'accueil. Il faut mettre... Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, J'ai compris. mettre un stop à tout ça, sachant qu'il y a bientôt des élections. Je pense que c'est un sujet qu'il faudrait peut-être parler et trouver une solution parce que je trouve qu'il y a trop de laisser-aller. Et je voulais aussi parler de la violence du territoire, de la violence du territoire en ce moment. On a parlé de plein de choses, on a parlé des familles, mais on n'a pas parlé des familles d'accueil dont les enfants sont issus. Et qui seront après Des futurs délinquants. délinquants. Alors, effectivement, j'ai dans ma patientèle à Cité-Dillon des femmes qui tiennent des foyers, c'est-à-dire cette femme est famille d'accueil. Alors, on leur permet de prendre 1, 2, 3 ou 4 enfants. Hein. Alors, et c'est payé par la collectivité qui paye ces femmes. Alors, ces enfants, effectivement, viennent le plus souvent de familles monoparentales qui ont eu des problèmes. La femme n'arrive pas à élever son enfant
et c'est souvent une mesure de justice, c'est-à-dire que c'est le juge des enfants qui dit « Ah non, cet enfant ne peut plus rester dans cette famille, il faut le mettre dans une famille d'accueil. » Alors, je vous rejoins quand vous dites que ces enfants ne sont pas bien traités. Alors, c'est pas parce qu'ils sont maltraités, c'est parce que, en réalité, personne n'a vraiment... Je parle de mon expérience, c'est-à-dire dans mon cabinet, je reçois cette dame, je discute avec elle, et c'est elle qui me dit ses difficultés. C'est pas moi qui invente des choses. Hein. Alors, effectivement, ces enfants... alors, oui, ce que je voulais surtout dire, c'est que, pour moi, il n'y a pas suffisamment de suivi. Alors, si un suivi légal existe, pour moi, il ne se fait pas très bien. Et je crois que la collectivité qui paye, c'est-à-dire, avant c'était le Conseil général, maintenant c'est la CTM, cette collectivité à plusieurs niveaux devrait aller vérifier ce qui se passe. Premièrement, le niveau de l'assistance sociale, bien entendu, c'est son métier. Mais aussi le niveau de la structure qui s'occupe de cette action sociale. Il y a une structure avec des fonctionnaires qui s'occupent de cette action sociale. Et puis dans le troisième niveau, c'est l'élu. Et alors il faudrait que l'élu, ou qu'il soit de cette collectivité, ou qu'il soit de la mairie, aille de temps en temps vérifier ce qui se passe dans ces familles d'accueil. Parce que quelquefois, ces femmes qui sont dans les familles d'accueil ont de grandes difficultés à élever ces enfants-là, même quand elles y mettent tout leur cœur, tout leur savoir, toute leur fraternité. Alors, c'est vrai que nous avons peu d'études. C'est pourquoi je me bats beaucoup pour qu'on puisse avoir des études qui nous permettent de voir ce qui se passe. Alors, je vais donner un chiffre que j'ai entendu par-ci, par-là, mais qui mériterait qu'il y ait une étude pour que tout le monde parle le même langage. J'ai entendu plusieurs fois que pratiquement 100% de ces enfants passent par la case prison. C'est-à-dire des gens qui ont des difficultés dans leur famille, qu'on les fait élever par des familles d'accueil, et qui en finale de compte, quand ils deviennent adultes, c'est-à-dire à 18 ans qu'ils ne sont plus dans ces familles d'accueil, vont passer par la case, et c'est ce qu'elle disait, va passer par la case prison. Écoutez, c'est abominable. Je crois qu'il faut... Et elle dit qu'il va y avoir des élections. Je crois que les journalistes devraient poser la question aux élus, d'abord aux élus, puisque c'est eux, les ordres parlent d'eux, de leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites pour les familles d'accueil ? Est-ce que vous avez un œil qui vérifie ce qui se passe? Merci. Et surtout qui vérifie, alors parce que c'est là qu'on voit, qu'on vérifie, quel a été le devenir dans ces 10 dernières années des enfants qu'on a mis dans des familles d'accueil. Et ça serait intéressant. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est une loi démographique, le lit de la misère est fécond. Oui. C'est Alfred Sauvy, un grand démographe qui a expliqué ça. Donc, par conséquent, on sait bien que c'est plus facile pour des familles de conditions très modestes d'avoir des naissances plutôt que les familles plus huppées qui ont des niveaux de vie plus élevés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont le choix. Et ces familles-là peuvent choisir d'avoir ou pas un enfant. Tandis que les enfants, on ne vend pas de pilules pour les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais si, on vend pour elles, mais elles n'ont pas le réflexe. Elles n'ont pas le réflexe d'avoir une vie, comment on dit ça, une politique enfin... Nataliste? Non, le contraire. D'accord. Pourquoi elles n'ont pas le réflexe? Parce que ce qu'elle dit, c'est que les femmes font des enfants, et puis elles gagnent de l'argent en faisant des enfants. Oui, pas seulement ça. Quelquefois, elles n'ont pas d'autres, compensations dans la vie. Attendez, vous avez bien entendu que quand il y a un blackout à New York, on vérifie que 9 mois après, il y a pourquoi? Parce que les gens n'ayant pas de lumière, n'ayant rien à faire, font ça. Attendez, je veux quand même expliquer
que je ne dis pas qu'il faut bannir les aides, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin de ces aides pour pouvoir subsister. Ce que je dis, c'est qu'il y a des femmes qui connaissent bien le système dans lequel nous vivons et qui profitent du système. C'est-à-dire qu'ils perçoivent des aides de l'État, elles font des enfants, les enfants sont placés, et malgré que les enfants sont placés, elles continuent à percevoir les aides alors que les enfants sont placés. Oui, voilà, attendez. Et ce que je veux dire, ce que je veux dire, la problématique, c'est que ces femmes continuent à en faire d'autres enfants. C'est ça. On est d'accord. Donc, est-ce que la société, est-ce que la politique sociale devrait être plus rigoureuse pour dire à une famille, madame ou bien monsieur, vous avez déjà des enfants qui sont placés en maison d'accueil, vous ne pouvez plus continuer d'avoir des enfants, puisque vous allez avoir des aides si vous avez des enfants. Voilà, c'est ça. Est-ce que la politique sociale peut aller dans ce sens-là? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tu disais que les gens continuent à avoir des enfants, mais en Martinique, par exemple, les chiffres que j'ai, 2500 IVG par an. Interruption volontaire de grossesse. Interruption volontaire. Et en ce moment, le nombre d'IVG est supérieur au nombre de naissances. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Et le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances en ce moment. Donc on est dans un dérèglement total au niveau démographique. Alors donc il y a de nouveaux paramétrages à faire, à mon avis. Vous dites exactement le contraire de ce qu'elle dit. Mais non, j'ai complété. Non, c'est très bien ce qu'il dit, là. J'ai pas dit le contraire. C'est pas qu'il dit le contraire. Attendez, je vous dis... C'est pas qu'il dit le contraire, c'est qu'en fait, il va à l'opposé de ce qu'elle dit. Quand il va à l'opposé, il dit le contraire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je t'ai dit que je suis d'accord avec vous, monsieur Laouché. En réalité, non, pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, nous sommes en train de nous plaindre ici d'une chute de la démographie. Et vous êtes en train de me dire qu'il y a des femmes qui font des enfants. Au lieu de se réjouir qu'ils font des enfants, nous sommes en train de dire qu'il ne faut pas qu'elles en fassent. Mais si les enfants sont... Attendez. Oui. Excusez-moi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je me réjouis qu'elles fassent des enfants. Moi, je me réjouis. Et si elles pouvaient en faire plus, qu'elles en fassent. Non, mais si c'est des enfants délinquants, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est là où la problématique survient. La question, c'est qu'est-ce que la société martiniquaise met en place pour ces enfants-là? C'est ça que je veux parler, en fait. Donc, ce n'est pas la problématique de celles qui font les enfants. D'accord. Puisque nous sommes assis ici, les femmes qui ont fait trop d'études ne veulent pas en faire. Hein? Nous sommes d'accord? Oui. Donc, celles qui ont la capacité d'en faire et qui veulent en faire, s'il vous plaît, quel que soit le niveau social, s'il vous plaît, faites-nous des enfants. Ouais. Pour ma part. Ce n'est pas... Non, mais écoutez, c'est pas le nombre de naissances. À partir de moi, elles ont fait des enfants pour moi. La question d'après, c'est que fait la société pour que ces enfants-là ne finissent pas dans ce que vous appelez, vous, la délinquance, etc. Donc, j'évacue pour moi le problème de faire des enfants parce que pour moi, ce n'est pas un problème. D'accord. Ça ne devrait pas exister. C'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Attends, 2 secondes. Il y a quand même le problème de la motivation. Non. Non, mais laisse-moi faire ma phrase. Oui. La motivation de celles qui multiplient les naissances. Est-ce que c'est un objectif de toucher des allocations? Merci. Est-ce que c'est de profiter du système? Est-ce que c'est de s'en ficher de l'avenir des enfants? Il faut se poser ces questions-là. Écoutez-moi. Mais bien sûr. Mais non, monsieur. On fait des enfants. Excusez-moi. À partir du moment où elles ont fait des enfants, elles ne sont pas capables de s'en occuper, cette question-là ne se pose pas, puisque la CTM, en tant que responsable de l'enfant, à partir du moment où on lui enlève sa responsabilité parentale. Non, attendez. Ce sont des irresponsables. Excusez-moi. Merci. Non, excusez-moi. Vous dites que ce sont des irresponsables. C'est pas ça qui me pose problème. C'est pas ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. L'irresponsabilité des gens. Parce que s'ils devenaient responsables, ils en feraient que un, et nous serions en train de dire ici que nous n'avons pas d'enfants qui sont faits sur notre territoire. Il faut bien que de temps en temps, nous ayons quelques personnes qui veulent bien faire des enfants, irresponsables ou pas. Et moi, je dis, irresponsable ou pas, je prends les enfants. Vous savez, dans mon village, je vais vous exprimer quelque chose. Moi, j'ai un oncle qui passe son temps, chaque fois qu'il nous voit, à dire, il faut faire des enfants. Ouais. Parce que la démographie est importante. Si vous ne faites pas d'enfants, votre peuple disparaît. Il me dit ça tous les jours, il a 85 ans. Je crois qu'il doit en avoir 20 ou 30. D'accord? Non, mais je vous dis... 20 ou 30. Oui, 20 ou 30. C'est exponentiel, parce que c'est quand il mourra qu'on saura qui viendra lui dire, qui viendra veiller sur sa tombe. Donc c'est pour dire quoi? C'est qu'en réalité, la problématique n'est pas de dire
elles font des enfants pour des allocations. Parce que si je leur enlève les enfants et que je les mets sous la responsabilité de quelqu'un qui les élève, elles perdent les allocations en question. Donc ça n'a rien à voir avec les allocations. Mais si elles perçoivent, mais je vous dis, le système est défaillant. Elles continuent à percevoir. Mais non, elles ne perçoivent pas. Si je les recueille, si je recueille l'enfant et que je décide de l'élever, elles ne perçoivent plus rien du tout. Mais non. Mais je vous dis, j'ai eu le témoignage d'une personne qui elle-même, elle travaille dans ce milieu. Mais non. Mais non. Il n'y a pas cette contrôle, il y a un dysfonctionnement. Si on vous retire la garde d'un enfant, vous ne pouvez pas continuer à percevoir des allocations. Mais je vous dis, j'ai eu le témoignage. J'ai eu le témoignage. Mais non, ça n'a pas de sens. Attendez, j'ai eu le témoignage d'une personne dont sa mère travaille dedans. Non, c'est pas possible. Vous croyez que l'État français n'a pas pensé à ça? Vous savez quand quelqu'un touche l'allocation adulte. Attendez. Quand il va à l'hôpital, pendant le temps qu'il est à l'hôpital, on enlève. Bien sûr. Attends, excusez-moi, il y a des femmes qui touchent des allocations de femmes seules alors qu'elles ne sont pas seules. Donc il faut arrêter à voilà. C'est pour vous dire que le système dans lequel nous vivons est dysfonctionnel et qu'il y a des personnes qui arrivent à se glisser dans la... Cindy, écoute un peu quand on te parle. Quand on enlève la responsabilité d'un enfant à une femme, c'est la loi qui le dit. La loi est transmise aux différentes administrations et vous perdez vos droits sur l'enfant, donc tu ne peux pas aller réclamer. Que la personne, je vous dis, hier on en parlait avec la personne en question qui m'a sorti ça. La personne c'est qui? La personne c'est qui? La personne en question qui me dit ça. Elle travaille où la personne en question? Ça peut arriver, mais c'est un dysfonctionnement. Ça n'a rien à voir avec. Justement, la personne dont on a parlé de ça, sa mère, elle travaille dans le milieu. Elle s'occupe des enfants. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est le dysfonctionnement, c'est pas ça la loi. C'est de ça que je parle, du dysfonctionnement. Mais non, on ne parle pas de dysfonctionnement. Dysfonctionnement, vous avez dans tous les cas, dans tous les lieux, dans tous les... Maintenant, ce n'est pas ça dont on parle. La majorité de cas, c'est pas ça. La majorité des cas, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'enfant quand les parents dysfonctionnent et comment l'État ou la CTM en tant qu'administration gère la problématique de ces enfants en termes d'éducation. C'est ça qui est important. Moi, je parle de contrôle. Donc oui. S'il y avait des contrôles, il n'y aurait pas eu de dysfonctionnement. Il y a des contrôles, mais ils ne sont pas suffisants. Oh là là. En tout cas, la loi a prévu des contrôles. Vous pensez bien. On ne fait pas les choses comme ça quand même. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement importants. Oui. Parce que la base même de notre société, des sociétés occidentales, la France, la Martinique, c'est la famille. C'est la famille. Et la famille, c'est une femme avec des enfants. Oui. Et donc, une des priorités, effectivement, ça devrait être l'objet de discussion à l'occasion des élections, c'est comment on considère la famille désormais en Martinique. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des enfants et qui, de toute évidence, sont incapables d'en faire des citoyens comme il faut, quoi. C'est d'où cette délinquance qu'on observe, d'où le fait que... Donc, il faut avoir des moyens, l'État met en place des moyens pour suppléer ces... Très bien. Alors, on a fait le planning familial. Dans la collectivité... On a fait le planning familial. Je vous signale, juste il y a 2 édilités dans ce pays qui sont passées par... 2 édilités dans ce pays, la Martinique, qui ont été dans des familles d'accueil et qui sont devenues mères aujourd'hui. Donc de dire comme ça devant la télé et de stigmatiser en disant tous les gens qui sont placés dans les maisons d'accueil finissent en délinquants, je trouve que c'est d'une violence extrême. J'ai dit qu'il faut vérifier ça. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas des choses qui se disent. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des parents. Non, mais excusez-moi. Ce n'est pas parce que nous avons eu des parents et nous n'avons pas eu des parents que nous devenons des délinquants. C'est un autre problème. C'est 2 problèmes différents. Il ne faut pas dire des choses comme ça, généraliser et dire tous les enfants qui sont machin, ils sont ceci. Non, ne dites pas ça. On observe majoritairement ça. Les gens deviennent des délinquants, pas parce que c'est de leur faute. C'est de la faute d'une société ou parce que les gens ne sont pas présents. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous ne pouvez pas dire comme ça parce que ceci, non. C'est un travail que la société doit faire pour pouvoir permettre à ses enfants, quel que soit, de pouvoir travailler ça. Et ce n'est pas de dire, parce qu'elles font beaucoup d'enfants, que les enfants deviennent délinquants. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Si les parents sont absents, c'est normal que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, ils ne doivent pas faire d'enfants, alors. J'ai pas dit qu'il ne faut pas faire d'enfants. Attendez. Je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas dit ça. Attendez. J'ai commencé par expliquer 2 choses. J'ai dit, j'entends ça, que la grande majorité, il y a même un type qui m'a dit 100%, les enfants qui passent par là font la case prison. Je suis navré. C'est pas vrai. Mais il y a des filles dans ça. Vous savez combien de filles Vous savez combien il y a de filles dans ces cases-là? Il y en a 51% d'enfants. Non mais écoutez, il y a 51 enfants. Vous n'allez pas me dire que dans les prisons de Martinique, 51% des filles qui sont prises dans ces cas-là vont en prison. C'est pas ce qu'on dit. Mais non, mais c'est quand vous dites 100%, c'est ce que ça veut dire. Mais écoute ce que je dis. Moi, je dis. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Attends, je dis.
Il faut faire l'étude pour savoir. C'est pas compliqué quand même. Oui, on est D'abord, d'accord. il y a un nombre d'enfants chaque année qu'on met dans cette structure. Il s'agit de vérifier sur 10 ans où ils étaient à 20 ans. C'est très facile à faire. Seulement, personne ne fait l'étude. Qui fait l'étude? Normalement, si vous voulez avoir une étude comme ça, c'est l'Observatoire de la santé qui généralement le fait. L'INSEE pourrait le faire. Mais c'est à la Martinique, Martiniquais, c'est l'Observatoire. Mais ce que je veux vous dire, M. Laouché, c'est que ce concept de protection maternelle et infantile incombe à la CTM, nous sommes bien d'accord. Ça appartenait au Conseil général, en décentralisation, avant c'était l'État. Ensuite, c'était le Conseil général, et maintenant qu'on a une seule collectivité, c'est la CTM qui s'occupe de la protection maternelle. Et quand on dit protection maternelle et infantile, c'est sur tous les plans. Hein, c'est pas seulement sur la santé avec... faire des examens médicaux, c'est pas ça, c'est l'ensemble, protection maternelle et infantile. D'accord? En tout cas, je rappelle que dans les années 60, lorsque le taux de natalité de la Martinique était très fort, on avait 10 à 11 000 naissances par an. Ouais, c'est-à-dire l'équivalent d'une commune comme Gourmont, quoi. Hein? Eh bien, on a mis en place le planning familial. Oui. Hein, c'était pour... Il y a toujours des structures qui viennent accompagner. Pour expliquer aux femmes, aux familles, hein, comment programmer leur maternité, etc., etc. Donc, ce type de structure-là, on en a besoin. Mais elle existe. Non, mais de manière beaucoup plus... avec une capacité d'action beaucoup plus efficace. Oui. Parce que pour l'instant, c'est extrêmement discret. Hein? Oui. Bon, mais je vous dis que nous attendez. Les structures que nous avons mises en place il y a 40 ans, toutes les structures médico-sociales que nous avons mises en place dysfonctionnent, je répète ça tout le temps, toutes prenez-les les unes après les autres. Ils dysfonctionnent. Et il faut que les élus comprennent que c'est eux qui en ont la responsabilité quand on parle d'action sociale, et que c'est eux qui doivent aller vérifier sur le terrain si ça se passe correctement. Et puis, les choses ayant beaucoup changé, peut-être que c'est une politique qu'il faut réajuster. Oui, ça, vous savez, les PMI tendent un peu à disparaître, puisqu'il y a moins d'enfants. Vous êtes bien d'accord? Oui, mais peut-être que dans cette structure, déjà le local, on l'a, peut-être qu'il faut retransformer cette structure pour une prise en charge autre des familles martiniquaises. C'est pour ça que je plaide. Il y a une structure qui vient de naître, il me semble, pour s'occuper des enfants et de leurs parents pendant les 1000 premiers jours de la naissance de l'enfant. Ça ressemble pas à l'école des parents, non, de Lévi-Pierre Charles. Non. Non. Non, quand il dit ça, il demande une prise en charge beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus globale de ces enfants à cette période-là. C'est une période véritablement charnière chez l'enfant. Hein, vous avez dit... Les 3 premières années. Les 3 premières années. Je ne suis pas sûr que c'est les... Attendez. C'est les 3 premières années, c'est les 1000... Les 1000 jours. 1000 jours, ça fait 3 ans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ne croyez pas que ça ne se faisait pas. C'est ce qu'on appelle c'était l'ancien réseau périnatal. C'est-à-dire que quand un enfant, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, l'enfant doit être pris en charge. On doit vérifier la moindre défaillance et continuer à vérifier si ça va continuer ou si tout va rentrer dans l'ordre. En fait, notre problème, c'est un défaut de solidarité. C'est un défaut de solidarité. À partir du moment où vous considérez que vous êtes martiniquais, mais que ce qui se passe chez votre voisin ne vous intéresse pas, nous pouvons avoir des discours comme ça. Quand vous me parlez du planning familial, vous savez qui va au planning familial? C'est exactement comme ceux qui font le dépistage pour le HIV. Qui va se dépister? En fait, c'est toujours les mêmes qui vont se dépister, c'est toujours les mêmes qui vont au planning familial, c'est-à-dire les gens cortiqués. Ceux qui ont besoin du planning familial n'y vont jamais. D'accord? Et ceux qui ont besoin de faire le dépistage n'y vont pas non plus. Vous comprenez? Donc en réalité, c'est comment on réoriente cette politique, en fait, pour s'intéresser à ce qu'est aujourd'hui la Martinique. Pas la Martinique d'hier, la Martinique d'aujourd'hui. Avec quel besoin? Un besoin de natalité. Oui. Besoin de natalité. Donc quand vous dites planning familial, c'est pour réguler. Vous dites planning familial, c'est pour réguler. Or, vous avez besoin de natalité. Oui, mais ça fait partie de la Non, mais attendez.
Mais ce que je veux Ils dire, vont les IVG, ce que je veux dire, 2500 par an. ce que je veux dire, c'est que quand vous dites planning familial, prévoir la natalité, c'est que quand vous allez au planning familial, c'est des gens cortiqués. C'est-à-dire c'est des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui y vont. Oui. Et quand vous avez la natalité, c'est des gens qui n'ont pas forcément la capacité de s'occuper d'enfants. Oui. Donc, quand vous mettez d'un coup, il faut plus de planning familial, en réalité, dans le planning familial que vous mettez en place, vous n'aurez pas ces gens-là. Vous n'aurez pas les gens qui font des enfants sans savoir comment ça. Donc, il faut pouvoir réfléchir à comment intégrer un dispositif différent de celui-là. Mais c'est une politique globale. Mais c'est une politique globale, et nous sommes d'accord. Mais ce que je ne comprends Mais pas. ce n'est pas fait aujourd'hui. Mais oui, mais Et on ne peut pas je vous reprocher dis, à celle qui en fait en disant il ne faut plus qu'elle en fasse parce qu'elle n'est pas capable de les élever. C'est là où je suis contre. Mais C'est là où moi je suis contre. Non, Parce non, qu'en mais réalité, docteur, celles qui pourraient en faire ne veulent non, pas non, en faire. non, mais laisse-moi Il me reste que celle-là. Non, mais attention, Il faut essayer dans la réalité d'un pays. Un faut projet, remettre les un enfant, IVG. c'est un projet. On On ne peut fait pas pas d'enfant laisser comme 2000 ça. Non, mais ça, c'est toi qui dis que c'est un projet. Ça, c'est toi qui dis que c'est un projet. Alors, Aujourd'hui, dans ta culture, là, c'est vous qui faites partie du planning familial. Je Parce voudrais- qu'effectivement, quand la plupart parmi vous, vous êtes tombé enceinte et que vous ne souhaitiez pas l'être, mais la plupart vont au planning familial pour dire je ne veux pas le garder. Non, d'accord. Et le problème, c'est les autres qui, elles, ne vont pas aller au planning familial pour les garder. D'accord, Et pour celles-là, il faut qu'on mette en place des d'accord. structures pour prendre en charge l'enfant. Donc, il y a une Et ça politique n'existe globale. pas. Mais attendez. Parce que de ce côté-ci, nous avons une natalité, une perte de natalité, et de ce côté-là, nous avons besoin d'avoir des enfants. La question, c'est celui-là qu'il faut privilégier, et pas celles qui savent déjà comment faire pour se faire avorter. Je voudrais juste C'est ça le dire problème. qu'une fois, ça fait 2 fois qu'il répète ça, Oui. et je crois que c'est très important. Il dit il y a plus de Bien 2500 sûr. avortements, Ah oui. interruption de grossesse à la Martinique. Bien sûr. C'est une vraie question. sûr. Alors, C'est une attendez, question. mais je vous pose la question. Qui réfléchit à ça dans ce pays? Moi, j'en sais rien. Hein. Ah, vous En tout cas, savez je rien. sais que. Mais à je votre sais que niveau, c'est vous un devriez problème. savoir qui, je normalement, réfléchit à ça. Eh bien, je pense que ce sont tous les responsables. La politique sociale en général, combinant l'action de l'État, l'ARS, et puis la collectivité, la CTR. Je vais vous dire quelque chose. Avant, il y avait la DAS, vous, la vous savez, DAS. avant, dans les collectivités, Oui. vous aviez toujours des élus qui étaient un peu spécialistes. Celui-là, c'était l'agriculture, il parlait toujours d'agriculture. Celui-là parlait toujours de santé. Celui-là parlait toujours d'action sociale. On Ça a avait beaucoup disparu. de meilleurs médecins. Hein. Oui, On avait il y beaucoup de avait meilleurs beaucoup. médecins. Oui, tout à fait. Mais ça qui donnaient des a conseils. pratiquement disparu. Essayez de vérifier qui vous avez entendu parler de ce dont nous parlons aujourd'hui. Personne. Personne n'a Alors, parlé. moi, je voulais juste dire, normalement, quand une famille est signalée, par exemple, il y a une famille, elle est signalée parce qu'elle a des difficultés. Elle a du mal à s'occuper d'enfants, Oui. et au final, elle a déjà 2 de ses premiers enfants placés. Moi, je ne comprends pas comment le parcours, normalement, on appelle une assistante sociale qui vient régulièrement sur le terrain, voir si la famille arrive à s'en sortir, mobiliser les aides s'il y a des aides. Oui. Et je ne comprends pas comment on ne peut pas accoler à l'assistance sociale, par exemple, le planning familial, qui disent. Attendez, je dis, vous me dites que ces femmes-là en question n'ont pas accès au planning familial. Pourquoi à ce Je n'ai moment pas dit qu'elles n'ont pas accès. elles n'y vont pas? Elles n'y vont pas. Eh ben, pourquoi on ne fait pas intervenir? Donc on apprend qu'elle a déjà 2 enfants placés, elle est enceinte de notre enfant, elle a 2 petits-enfants en bas âge. Je me demande pourquoi on n'accole pas plusieurs services qui puissent aider cette famille et la conseiller au mieux. C'est-à-dire. Non, mais vous avez raison, oui. Non, mais, quand je dis non, la conseiller à faire quoi? Ça se fait pas, on retrouve que l'assistante sociale. La conseiller à faire quoi d'abord? Mais déjà, elle va vous, la conseillère. À quoi? Vous avez dit il faut la conseiller à faire quoi? Déjà, moi je vais regarder, madame, avez-vous une contraception? Et si elle ne veut pas? Ah, Parce si elle qu'après veut- tout, elle est libre de son corps. Vous êtes la première ici à vous battre pour la liberté de pouvoir faire ce Oui, que je veux de non, son mais corps. si elle veut Et vous, pas. vous allez aller conseiller une dame qui fait ses enfants, lui dire que là, vous ne devez pas en faire? Non, mais déjà, C'est pas- l'informer sur la L'aider à reproduction. élever les enfants. Voilà. C'est des- C'est plutôt ça. Mais non, mais Non, Là, nous sommes non, d'accord. mais, Pas oui. l'aider à ne pas en faire. Mais c'est L'aider pas- à C'est pas ce élever. qu'elle- c'est pas ce qu'elle dit. hein. C'est pas ce que je dépend- dis, mais l'informer sur ses Attendez. possibilités. C'est de ça Ne qu'on parle. dépendez- non, Attendez, mais ne je veux le dépensez dire pas. autrement. Attendez. Mais défendez Attends, pas le juste propos une quand phrase. même. Je veux le dire autrement. Il ne faut pas qu'on laisse les IVG
s'installer comme étant le mode de contraception. Non, mais justement, informer sur les possibilités, c'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. De manière différente. On ne peut pas laisser l'IVG s'installer comme étant un mode naturel de contraception. Après, on regarde le projet de la dame, le projet de la famille. On a l'impression que les femmes de Martinique sont des idiotes et qu'ils ne savent pas ce que c'est que une contraception. Mais vous avez... C'est autre chose. Non, mais vous avez dit qu'elles ne vont pas. Eh bien, si elles ne vont pas, pourquoi ça ne vient pas à eux? Attendez, écoutez-moi. C'est lui qui... Vous n'avez pas inventé... Attendez, vous n'avez pas inventé l'eau chaude, quand même. Mais heureusement. Attendez, mais non, le système social français est parfaitement bien fait. Les Français font ça de toute éternité. Bien sûr. Et particulièrement après la guerre, ils savent faire ça, ils ont mis en place des choses. Ces mêmes choses-là ont été mises en place à la Martinique. Alors, je répète, dans ce pays, ça dysfonctionne. Alors, pour répondre très précisément à votre question, quand une dame est dans cette situation-là, oui. Elle voit l'assistante sociale. Oui. Alors c'est à partir de là qu'il faut vérifier. Est-ce qu'elle a le temps réellement d'aller au fond des choses? Voilà, c'est ça. Attendez, est-ce qu'elle fait venir un deuxième professionnel qui peut être un éducateur spécialisé? Mobiliser tout ce qu'il y a. Oui, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Mais la politique elle-même existe. Je suis d'accord. Elle existe. Je ne suis pas de réinventer le coup. C'est la mise en place qui dysfonctionne dans ce pays. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce que l'assistance sociale mobilise tous les organismes nécessaires? Aussi parce qu'elle n'a pas les moyens, je les vois tous les jours. Et elles me disent qu'elles sont quelquefois débordées, on ne leur donne pas les moyens, etc. etc. Bon, écoutez... Donc le transport ne fonctionne pas. Les déchets ne fonctionnent pas. Et on demande toujours à la CTM de vouloir tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Alors, écoutez, j'ai une dame qui vient cette semaine. Elle s'occupe d'une vieille dame, elle s'occupe d'elle, et elle vient me voir pour refaire son ordonnance, ordonnance de lit, ordonnance... Et en parlant comme ça, elle me dit qu'elle a 53 personnes. Elle s'occupe de 53 personnes. Elle s'occupe de 53 personnes âgées qui ont des problèmes. Elle va dans le domicile, elle regarde comment ça se passe, elle va chercher les médicaments, elle regarde telle chose, elle regarde 53 personnes. Attendez, c'est pas ça. Je l'ai fait répéter 3 fois, j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir 53 personnes. Mais si. Toute seule? Pourquoi elle ne peut pas avoir 53 personnes? Tous les jours. Ça demande beaucoup de temps. C'est pas assez. Ça demande un peu d'investissement. de dire que c'est pas trop. Non, ce ne sont pas des consultations. Non, c'est pas tous les jours qu'elle y va. Mais enfin, elle a quand même 53 dossiers. Non, mais c'est trop. Il faut s'occuper de savoir si elle a mangé, si elle a pris ses médicaments. Tout ça, c'est dû au fait que la démocratie est en perte de vitesse. Et pourquoi vous dites pas que c'est la famille qui est en perte de vitesse? Merci. Parce qu'avant, c'est la famille qui était la famille qui était... Excusez-moi, c'est une façon de lancer le sujet dont vous voulez parler. Alors, oui, j'ai dit à M. Laouché que, depuis la dernière fois, d'ailleurs, je lui ai dit que... Quand on regarde, on est à la veille d'élection, là, et quand on regarde le paysage, on est quand même frappé, il n'y a pas seulement qu'à la Martinique, mais à la Martinique, on est quand même frappé par la situation, un peu. Si vous voulez, la mise en place de cette démocratie, ou alors ce que devient cette démocratie, puisqu'à un certain moment, ça a quand même fonctionné. C'est qu'actuellement, par exemple, les partis politiques n'arrivent pas à recruter. J'ai regardé cette année, je l'ai déjà dit ici d'ailleurs, quand le parti, les Républicains, ont fait leur entrée politique, il y avait 3 personnes dans la salle. Quand les communistes, le parti communiste quand même, qui a quand même beaucoup travaillé pour les travailleurs martiniquais, hein, toutes les conquêtes sociales, c'est quand même le parti communiste. Eh bien, il y avait 4 personnes dans la salle, le président plus 2 personnes. Bon. Et quand vous regardez les votes, les gens ont voté à moins de 50%, il y a moins de 50% du corps électoral qui... Alors écoutez, si nous n'avons plus de partis politiques, si les gens ne vont plus voter dans la situation dans laquelle nous sommes là, je ne sais pas où on va, hein, il faut que les gens arrivent à comprendre que cette société ne fonctionne qu'avec ça pour le moment. Ou alors vous allez laisser des gens qui n'ont aucune capacité prendre le pouvoir, et puis c'est la dictature, c'est ceci, c'est cela. Vous avez l'impression qu'il y en avait qui avaient le pouvoir et qui avaient les capacités? Je pose la question. Hein. Bon, écoutez, ça a quand même fonctionné pendant un certain moment, non? Ça nous a amené où?
Dans le mur. Ah ben ça, je viens de le dire, ça a amené quand même à des conquêtes sociales, oui. C'est le sort des ouvriers martiniquais, c'est quand même bien amélioré, on ne peut pas dire l'inverse. Écoutez, les gens qui se sont battus pour que le système social ou le système sanitaire se mette en place, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Ils se sont battus, on a eu quand même des résultats. Mais je crois qu'il faut continuer, il faut continuer à faire confiance, il faut que les hommes qui veulent faire ça, parce que il faut trouver quand même des volontaires qui soient capables, pas des gens qui viennent là parce qu'ils croient que le mandat était important. Je crois que vraiment il faut trouver des gens capables de mener ce pays-là, quoi. Jeune fille. Oui, alors moi ce que je voulais dire, je suis d'accord avec vous, docteur. La vie politique c'est important. La vie politique, ça reflète la vie de la société. Oui. Donc c'est important de se renseigner sur cette vie-là. Cependant, je suis un peu d'accord avec le docteur Mpaye, quand vous avez des candidats en face de vous qui n'ont pas de projet. Voilà, nous avons des problématiques, on parlait de la violence, revenons sur la violence comme problématique. Et que les personnes en face qui se présentent n'ont pas de réel projet pour les problématiques dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est normal que les gens se désintéressent naturellement de la vie politique parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de projet, on n'arrive pas Comment vous dites Non, en général, ils sont tous un projet, ils disent qu'ils vont faire. On n'arrive pas à fédérer... Ils font pas, mais ils disent qu'ils vont faire. On n'arrive pas à fédérer les gens. C'est pas un projet, ça. Souvent, les hommes politiques, leur discours, c'est « ça ne va pas, élisez-moi, ça ira mieux ». Ils n'ont pas de projet en réalité. J'ai jamais entendu un type dire, dans le domaine de la sécurité, je ferai ci, je ferai ça. Ils ne disent pas qu'ils vont mettre des prisons, par exemple. Non, pas trop. En tout cas, voilà, il n'y a pas de projet, ils n'arrivent pas à fédérer les gens autour des projets, donc naturellement, les gens se désintéressent. Et puis, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu à cause des personnes qui sont en face de nous. Non, mais comment on fait alors attendez, on ne peut pas continuer comme ça. On passe à la dictature et puis c'est tout. La démocratie, c'est pas forcément le meilleur système. N'est-ce pas, docteur? Si vous me posez C'est la le meilleur question, système? des fois, la dictature, c'est le meilleur système, quand il est mis au service de la population. La dictature. Je suis sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de Chinois qui sont nés dans les années 60 et qui sont vrai. devenus aujourd'hui, ils doivent être très contents de ce qu'est devenu leur pays 60 ans plus tard. Je suis sûr que dans 20 ans, ils se battront pour la même démocratie. D'accord? Mais aujourd'hui, si vous leur demandez ce qu'ils préfèrent être dans un pays démocrate, ils vous diront non, ils préfèrent être en Chine avec Xi comme président. Parce que quelque part, ça leur a apporté avoir un frigidaire, une télé, et puis l'informatique, et puis voilà, le développement des technologies dans leur pays, et que leur pays aujourd'hui est tout puissant. Et que tous les enfants vont à l'école. Et que tous les enfants vont à l'école. Et Dans 20 ans, voilà, dans 20 ans, ils vous diront, bon, ça ne suffit pas, il nous faut de la démocratie pour pouvoir réguler tout ça. Donc, je pense que la démocratie, c'est un temps, à un moment donné, d'une société, et puis après, une société a besoin d'être raffermie à certains moments. Mais si on revient à ce que vous énonciez tout à l'heure, la problématique de notre pays, c'est que plus personne ne s'intéresse à ces choses-là. C'est-à-dire la notion de société n'existe pas. On parlait tout à l'heure des populations et des gens qui ont des enfants, etc. Qu'est-ce qu'on a dit? On a renvoyé ça à la CTM. Comme si c'était la CTM qui allait régler les problèmes des enfants, des dames qui font des enfants un peu plus ou un peu moins. Mais c'est eux qui ont le pouvoir. Non, mais pouvoir social, c'est eux. c'est pour dire qu'aujourd'hui, la démocratie a mis en place des référents ou des référentiels, et qu'en général, chaque fois que nous voulons régler un problème, nous appelons un référent en disant mais non, mais c'est lui à qui on a dit de régler ça, c'est à lui de le faire. On oublie que lui, c'est nous. En réalité, la CTM, c'est nous. CTM, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais j'ai voté pour une personne. Attendez. Non, vous n'avez pas voté pour une personne. Vous avez voté pour vous et pour vos idées. Mais quand on vote parce qu'on a des idées, j'espère. Parce que si vous votez juste pour donner le vote à quelqu'un et puis aller vous asseoir chez vous et ne plus bouger, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens font voter et puis après estiment que quand à partir du moment où je vous ai donné la voix pour que vous me représentiez, je n'ai plus grand-chose à faire. Oui, j'attends que les résultats tombent. D'accord? Moi, je pose toujours la question. Quand vous dites, par exemple, imaginons, on parlait tout à l'heure, quand on était dans le bureau, de la saleté à Trinité. Vous êtes de Trinité? Oui. J'espère que quand vous marchez dans la rue et qu'à Trinité, vous voyez un bout de papier par terre qui n'a rien à y faire, vous le ramassez. J'espère que vous ne vous dites pas que c'est à la commune d'aller ramasser le papier. Parce que le problème, il est là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez donné votre vote, nous pensons qu'en réalité, nous n'avons plus rien à faire, nous attendons. Non, mais Or, nous sommes partie de la société. Et que tous les jours,
pour que cette société, que le maire pour lequel vous avez élu puisse réussir ce dont vous avez dit, il faut lui donner un coup de main à tous les niveaux. Donc dire et rejeter la faute simplement en disant « j'ai voté pour les politiques, c'est eux de se démerder », ce n'est pas ça, la politique. D'accord? Alors. Et il a raison de dire, quand il dit « il faudrait que les gens s'intéressent à la politique », c'est-à-dire « aïe » dans les meetings, parce que c'est dans les meetings qu'on apprend le projet politique, c'est dans les meetings qu'on propose. Et quand on a fini de proposer, on ne rentre pas à la maison en disant « j'ai proposé, je peux m'asseoir ». Non. Dans son quartier, dans sa famille, dans son environnement, on continue à bosser pour la société. Oh là là. Bon, ça, ce n'est pas fait. Non, mais attendez, docteur, monsieur là, vous êtes pas bien monsieur aime pas. Ah, vous voyez, Mais non, c'est mais ça, pas bien. je suis sûr que vous allez me dire ça. Et Mais laissez-moi vous dire. non, je finis en disant, je chute. Comme on dit chez moi, je chute. Je chute. Bon, Laissez-moi chuter. Mais non, vous avez fini. Laissez-moi Non, chuter non, en vous disant, avez- en disant, la politique n'est pas que l'affaire des autres. Vous l'avez C'est déjà l'affaire de dit, tous. on a compris. Voilà. Ok. Moi, je vous dis, c'est le système représentatif. D'accord? Merci. J'ai lu quelqu'un Oui. qui me représente. Oui. Et Exactement. puis moi, je vais travailler 10 heures par jour pour Voilà. nourrir ma famille. Voilà. Je ne suis pas là à aller chez les voisins pour leur expliquer la politique. Oui, monsieur, je me désintéresse quelque d'accord. part de la mais- politique dès lors que j'ai des représentants en qui j'ai confiance. Mais Voilà. c'est ça, mais Ben c'est- voilà. dans le système C'est- de nous. C'est comme ça. Nous sommes dans un Et puis, système c'est français normal. et le système français est comme ça. Et puis c'est normal C'est comme parce ça. que nous avons. Vous avez écouté, vous Donc êtes ça ne va pas médecin. changer alors. Mais si, ça peut changer. Parce que si vous Ça pensez peut comme ça, changer. ne vous étonnez pas que personne Mais n'ait attendez, monsieur Fouad, je travaille 35 heures par semaine, je vais aller chez mon voisin lui parler de politique, alors que j'ai voté pour des personnes, et pour un projet. Ah d'accord. Donc je ne comprends pas comment Attendez, des personnes qui me représentent, Alors là, monsieur Bougira, des personnes qui me je vous représentent laisse ne parler. fait pas le travail pour lequel je les Ah ai d'accord. élus. Ok, C'est pour ça d'accord. qu'il y a des élections de Ah, façon d'accord. régulière. Aïe, aïe, aïe. Si j'ai été trahi, s'il n'a pas respecté ce qu'il me promettait, Voilà. je peux Changer. je peux Eh bien, changer. oui. Voilà. Mais Mais il est même évident lorsqu'il que y a je ne des peux pas élections, passer mon on temps essaie tout ça. à faire de la politique alors que j'ai une entreprise à mener, des enfants à Enfin, éduquer, éduquer. etc. C'est pas possible. C'est pas Mais possible. voilà. Mais voilà. Sur ce coup-là, je le rejoins 100%. hein. C'est terrible ce que vous dites là. Toujours aussi simple. Bon, par exemple, soyons très concret. Bon, j'ai voté Macron, mais c'était pour empêcher que le Front National. Mais ça ne veut pas dire que je suis macroniste. Mais j'ai Ouais, c'est voté vrai. pour empêcher qu'il y ait un mouvement d'extrême droite qui gère. C'est le côté de faire pas de problème. Donc, moi, je suis en porte-à-faux. Je suis en porte-à-faux puisque je ne vote pas pour un projet ou bien pour une politique ou bien pour Mais ça, c'est votre problème. Moi, j'ai voté Macron parce que je suis macroniste. Donc, du coup, Non, mais vous n'arrêtez pas de parler. c'est le Allez, problème. donc, du coup, la crise de la démocratie, notamment en France, vient de ce qu'on ne peut plus avoir de majorité. Parce que qui dit démocratie dit la majorité a raison, doit gagner. Personne ne peut prétendre en France actuellement avoir la majorité. Et ils le sont au regard de la Martinique, comment les choses se passent là, pour les municipales. Dans toutes les communes, tous les candidats créent leur mouvement. Oui. Donc il n'y a plus une filiation idéologique, une manière de voir, une manière d'orienter l'avenir du pays. Chacun essaie de défendre une espèce de singularité. Bon, de singularité. Donc du coup, plus rien ne peut marcher. Pourquoi? C'est pas vrai. Hein? Pourquoi? Attends, Parce que vous n'avez pas les moyens. j'ai 4 candidats au municipal, Oui. je les écoute, Oui. et celui qui me semble le mieux correspond à ce que je souhaite, je vote pour lui, c'est tout. Il y a une affaire qui soit... Je suis sidéré. Je suis sidéré. C'est pas tellement comme ça que ça s'est passé. En France, vous aviez des partis politiques qui représentaient, qui avaient un idéal, par exemple. J'adhérais à ce parti ou je n'y adhérais pas. Ben, nous sommes d'accord. Alors, c'est-à-dire que quand vous votiez pour le Parti socialiste, vous saviez qu'ils allaient mettre en place Exactement. quelque chose comme le Le RMI, RMI, qu'il allait faire augmenter la formation. les allocations familiales, Augmenter les salaires. etc. Quand vous votiez pour le Parti communiste, vous saviez que les ouvriers qu'on pouvaient allait- penser qu'on que... allait nationaliser. Le faisait-il tout seul? Avec Non, je pose la question. Le faisait-il tout seul, Parfois, ces oui. politiques sociales-là? Parfois, Il oui. le faisait Avec les des associations. gens. Non, mais attendez, il le faisait avec des gens qui s'investissaient dans les partis, qui allaient c'est ça. transmettre la bonne nouvelle un peu partout. Voilà, c'est Là, on est en train de me dire qu'aujourd'hui, on fait un parti politique, votre maire va vous prévoir quelque chose, et puis vous restez à la maison, vous puis vous dites qu'il va le faire pour moi. Vous plaisantez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose pour la raison pour laquelle nos sociétés ne changent pas. C'est parce qu'en réalité, aucun de vous ne s'investit dans cette société.
Toi, je vais te poser une question. Oui. Tu te lèves tous les matins, tu vas au boulot, tu rentres au boulot. Oui. Tu fais quoi pour ta société? Tu fais quoi pour les jeunes? Je vais te poser une question. Quand je parle de toi, je ne dis pas toi Oui, en tant oui, que tel. bien sûr. Je parle. Je vais vous dire, moi, je me suis levé hier, j'ai pris une étudiante de 3e dans mon cabinet, une semaine. La semaine d'avant, j'avais un étudiant de 6e année de médecine dans mon cabinet, une semaine. C'est ça la société. Et pendant que je suis avec lui dans la société, je lui indique et je lui parle de ce que c'est qu'une société de demain. J'en fais un citoyen. Ce n'est pas le maire qui va venir apprendre aux gens. Ça ne gêne pas votre travail, Écoutez, ce que vous êtes en train de faire là. Ah bon? Ça ne gêne pas mon travail d'avoir un étudiant à qui je dois expliquer chaque chose que je fais dans mon cabinet. Vous plaisantez? Il le fait, c'est dans le cadre de son travail. Non, monsieur Laouché, quand je finis faire de la politique, mais monsieur Laouché, c'est dans le cadre de son travail. Non, mais monsieur Laouché, quand je finis de travailler et que je prends des élèves, que je les mets dans la salle d'attente parce que ma secrétaire est partie, que je les fais travailler dans la salle d'attente pour qu'ils soient des bons élèves et des citoyens de demain, c'est ma contribution à ce que cette société soit. C'est ma façon de faire la politique. Vous ne pouvez pas dire que c'est le maire qui va venir faire ça pour vous. Mais non, monsieur, attendez, il ne faut pas pervertir nos paroles. Hein. Ah, si. Moi, je dis, il y a la vie associative. Moi, je suis dans une association et j'aide aussi et je contribue. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de travailler, comme disait monsieur Larocher, pour pouvoir expliquer aux gens la politique. Après mon travail, j'ai des activités, je fais des activités extrascolaires, on va dire, et je contribue à ma façon. Mais bien sûr, mais vous faites contribuer dans quoi? Vous faites comme ça toute seule dans un coin? Non. Dans une association? Vous faites une association qui fait quoi? Qui est aidée par les politiques? C'est ce que vous faites. Écoutez-moi, ce que vous faites dans votre association permet aux politiques de faire des choses. Si votre association est déconnectée de tout, elle ne sert à rien. C'est parce que votre association a un but. Oui, dans la vie qu'elle aide votre mairie Trinité à accomplir certains gestes. C'est pas qu'elle ne devrait mettre de l'argent pour le faire. Vous le faites parce que vous avez une association. Oui, mais... Donc ne dites jamais que vous donnez un mandat à quelqu'un pour faire des choses et que ça ne vous intéresse pas. Le simple fait d'être dans une association, c'est déjà s'occuper du mandat du maire. C'est déjà la participation à une société. Ce n'est jamais exclu. Oui, mais alors ma question... le maire me dit, vote pour moi, je ferai un stade, je ferai ceci, il a un projet. Oui. Je l'écoute, je vote pour lui, et puis j'attends qu'il fasse ce qu'il a promis. Je ne suis pas là tous les jours à aller l'aider à faire le stade, à aller l'aider à faire ceci, à l'aider à faire cela. Il fait son job, et puis moi, je fais le mien. Chacun sa place. Le problème après, c'est que je regarde ce qu'il fait. Aux prochaines élections, je le garde ou je le laisse, je l'ai libre, hein, mais je ne peux pas faire ça. Ils ont tellement regardé que c'est 30% des gens qui votent. Vous voulez parler de quoi? C'est écrit là? Quoi? Mais c'est écrit là, vous avez une liste. Vous ne savez pas ce qui est écrit là? Vous vouliez parler des partis politiques, on vient de le faire. Oui. Bon. La santé mentale, je crois. La santé mentale. Alors, 40% des jeunes Martiniquais souffrent. Alors, une étude récente révèle que près de 40% des jeunes des pays dits d'outre-mer souffrent de troubles de la santé mentale. 40% dans les outre-mer. Contre 25% en France. À quoi c'est dû? Ça veut dire que quand on voit trois gamins dans la rue, il y en a un forcément qui a un problème de santé mentale. Oui, presque deux. Presque 1 sur 2. Presque 1 sur 2. Mais les adultes aussi, n'est-ce pas, M. Vaugier? Oui. Non, mais écoutez, non, mais très sérieusement. La frontière est tenue. Non, mais très sérieusement. Hier soir, j'ai écouté une émission animée par M. Serge Roumana. Vous savez, c'est le promoteur du projet de réparation et tout ça. Le machin Autocadéo. Il expliquait qu'après les 60% des Martiniquais présentaient des troubles mentaux. Et il explique que en Allemagne, après l'expérience du nazisme, on a mis, ou bien même en Afrique du Sud, après l'apartheid, tout ça, on a mis en place des structures pour réadapter, faire les gens réfléchir sur l'expérience qu'ils ont vécue. Mais après l'abolition de l'Europe, on n'a pas eu ça. C'est les affranchis, enfin les nègres libérés ont été livrés à eux-mêmes. Hein. Et puis débrouillez-vous, sous des mi-foot, tant pis pour. Hein. Donc ça ne m'étonne pas que, comme le dit, je le fais après, M. Vous pensez que ça vient de l'esclavage? Non. C'est possible. Oh, c'est profond. C'est possible, hein? Je pense qu'on a des séquelles, de traumas, merci, hein, de traumas qui viennent de l'esclavage, je pense. Oui, je le pense. Alors, je vais demander au docteur. Non, mais allez-y, madame. Alors, moi, je voulais juste parler de la santé mentale, mais
plus par rapport à la filière des jeunes, parce que je sais que il y a quand même une grande partie de nos jeunes qui quittent le territoire pour faire des études à l'étranger ou même à l'Hexagone, et qui sont coupés de leur famille, qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour vivre correctement là-bas, et ça peut engendrer à ce moment-là beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Mais à tout âge, ça a toujours été comme ça. Quand j'ai fait mes études, c'était comme ça aussi. Oui, sauf que... On n'était pas plus apte mentalement. Oui, mais monsieur Montezum, les personnes qui faisaient des études, c'était des personnes qui avaient les moyens financiers pour pouvoir faire des études. À votre époque... Non, il y en avait qui avaient des bourses. Très peu. Des bourses, il y en avait pas. Des bourses, Attendez, il y avait des prêts d'honneur ou des bourses, il y avait les deux. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les jeunes, ils font des études. Les bourses ne sont pas versées forcément en temps et en heure. Donc ça en dehors des étudiants. Mais je parle des étudiants parce que moi, je connais que ce volet-là. Vous pensez qu'il y a une différence entre les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants d'hier? Et si oui, quelle est la différence entre les étudiants d'aujourd'hui et ceux d'hier? Parce qu'en réalité, c'est ça la question. C'est pareil. Ils vivent la même chose. C'est-à-dire qu'ils quittent leur territoire, ils sont coupés de leur famille, ils ont des objectifs et des pressions les autres faisaient pareil. D'avoir les diplômes. C'est ça que je dis, ils vivent la même chose. Donc moi, je ne vois pas trop de différence. Pourtant, il y en a une. À moi, ce que la vie... Avant, les étudiants avaient les moyens. La vie est devenue plus chère. Les familles avaient les moyens. Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, on peut téléphoner plus facilement à ses parents et se voir. En réalité, c'est les réseaux. Les réseaux sociaux. La discussion et le contact. C'est-à-dire que, vous savez... Pourtant, on dit qu'il y a plus de solitude. On dit qu'il y a 20 ans, un jeune Martiniquais avait un contact avec son entourage correspondant à 2h30 dans la journée. Aujourd'hui? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, d'accord. Nous sommes aujourd'hui à 40 minutes. Ah ouais. Ça veut dire qu'en réalité, nos interactions avec les différentes personnes autour de nous se sont réduites avec le temps. D'accord. Réduites. C'est-à-dire que ces interactions sociales n'étaient pas que sur les études. Elles étaient sur les parents, elles étaient sur les oncles, elles étaient sur les tantes. Il y avait une espèce de réseau. Voilà. Communauté. De communauté qui permettait à tout un chacun de pouvoir compenser les problématiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants, ils restent la plupart du temps fixés sur leur téléphone, avec comme seul contact social la plupart du temps leurs parents. La plupart du temps. Il y a même une étude qui révèle qu'en réalité, la plupart des enfants qui vont au sport, par exemple, le mercredi et le samedi, d'accord, ont moins de problèmes de santé mentale que ceux qui n'ont pas d'interaction avec leurs collègues, leurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec d'autres personnes aux alentours. Donc, en réalité, il y a un problème aussi là de société. En réalité, de comment la société aujourd'hui, elle se tourne. Comment elle est centrée. Alors, vous êtes en train de me dire qu'avec le développement des technologies et de la communication, les gens se sont davantage plus seuls. Ça a même été prouvé avec la problématique du Covid. Oui. Vous savez qu'avec la problématique du Covid, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait de plus en plus de gens qui révélaient leurs troubles psychiatriques pendant la période de Covid qu'avant la période Covid. C'était en fait le fait de l'isolement et de tourner en rond dans un espace, de ne pas avoir d'interaction sociale, ne serait-ce qu'aller au travail ou même aller à l'école, a augmenté chez les enfants le risque de suicidaire. D'accord? Oui, donc ça veut dire que les interactions sociales sont fondamentales dans un mode de société. Je ne dis pas qu'elles sont l'alpha et l'oméga. Je dis qu'elles sont fondamentales pour l'équilibre d'un être humain, sa capacité à affronter les problématiques. D'accord? Et on parlait tout à l'heure au cabinet, à diminuer le stress. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc je pense qu'il y a de ça dans la problématique de santé mentale. Et on a raison de dire qu'il faut s'y intéresser parce que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'hier. Vous soignez les gens. Oui, je soigne les gens. Le résultat, c'est qu'il y a 40% des jeunes Martiniquais qui ont des problèmes de santé mentale, alors qu'en France, il y en a 25% seulement. Alors, c'est dû à quoi? Alors, c'est ce que je viens de dire. Les interactions sociales. Non, c'est dû en partie à ça. C'est dû en partie à ce qu'il vient de dire. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est valable aussi pour la France, ce qu'il vient de dire. C'est valable aussi pour la France. Moi, c'est la différence qui me pose. Alors, à la Martinique, c'est bien sûr, je vais vous le répéter,
à la Martinique, nous n'avons pas d'études. C'est dommage, mais il n'y a pas d'études. Alors, je vous ai déjà dit sur ce plateau qu'il me revient, à travers des éducatrices spécialisées, à travers des éducateurs, à travers des institutrices, que au niveau des jeunes primaires, surtout primaires, je vais parler du primaire, il y a beaucoup d'enfants qui ont des déficiences mentales, des 10 par exemple, et qui ne sont pas au niveau de la classe. On est obligé de leur donner des gens qui les accompagnent, des gens qui viennent, qui s'assoient à côté d'eux et qui les aident à faire. Mais c'est beaucoup plus important que vous ne vous l'imaginez. Parce que si par exemple dans une classe, vous voyez 2 dames qui s'occupent de 2 enfants, en réalité, il y en a une dizaine, mais ceux-là, on ne peut pas les prendre en charge parce qu'il n'y a pas 10 personnes pour les accompagner. Mais ça existe. Autrement dit, je plaide pour qu'on puisse enfin, à l'éducation nationale, faire des statistiques sur ces enfants-là. Je vous dis pour avoir un contact avec ces éducateurs, qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne se l'imagine. Alors, vous me direz, le terrain, c'est quoi? Alors, le terrain, pour moi, en partie, le terrain, c'est l'environnement. Alors, l'environnement, c'est l'alimentation, hein? C'est ce que vous respirez, c'est l'alimentation, mais l'environnement aussi, c'est ce que dit le docteur Mpaye, c'est-à-dire les nouvelles technologies, où les enfants sont plongés dedans, etc. Pour moi, il y a tout un environnement qui fait que, à la Martinique, nous allons retrouver beaucoup plus d'enfants ayant des problèmes psychologiques, on va dire, on va pas dire de santé mentale, ou si vous pouvez le dire comme ça, vous pouvez le dire, ça ne me gêne pas. Parce que nous avons un contexte qui est beaucoup plus propre à donner ça qu'en France. Mais attendez, docteur, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Nous avons vu la définition de la santé mentale. Oui. C'est le bien-être mental qui vous permet de pallier à des situations liées au stress et vous permet de contribuer à la société. Oui. C'est pas parce que vous avez des troubles mentaux ou des développements différents que vous avez une santé mentale défaillante et que vous ne contribuez pas à la société. Donc je pense que je dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, il faut faire des études, je suis d'accord, mais ça ne va pas dans le sens de la santé mentale. Pourquoi? Ça ne rentre pas dans la problématique. Pourquoi? Non, elle a raison. Moi, je lui donne raison. C'est-à-dire qu'en réalité, on a bien dit la définition de la santé mentale, ça commence par le bien-être mental. Le bien-être qui vous permet d'affronter les problématiques de stress, les problématiques de difficultés à l'école, les problématiques, etc., qui ne font pas en sorte que vous vous enfermiez dans un cycle négatif. C'est quoi, et c'est ça. Bien-être? Vous sentiez bien, chacun son bien-être, chacun le définit. Le bien-être, c'est pas le même pour tout le monde. C'est la capacité à affronter les problématiques. C'est ça. D'accord? Donc vous pouvez effectivement être 10 de quelque chose, mais pouvoir affronter vos problèmes sans que ça soit... et contribuer à la société. Et contribuer à la société. Donc, c'est déjà un handicap quand même. Oui. Oui. On n'a pas dit que ce n'était pas un handicap. On dit simplement ce n'est pas ça qu'il faut retenir. C'est ça. Voilà, quand on parle de santé mentale, c'est le risque, en général, de passer à l'acte, qui est un acte qui peut être le suicide, parce qu'en fait, on le définit. Quand on parle de santé mentale, c'est finalement, est-ce que le nombre de personnes ou d'enfants chez nous qui ont déjà pensé au suicide dans leur vie au moins une fois? En réalité, il se passe comme ça, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. C'est-à-dire que confronté à une problématique, la seule issue qu'ils trouvent, c'est de dire je vais aller me suicider ou je vais essayer de prendre des médicaments. C'est ça la santé mentale. Voilà. Et de dire que chez nous, en fait, en réalité, nous avons plus de gens avec ce modèle de fonctionnement qu'en fait en métropole. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est ça. Vous avez aussi que, par exemple, à la Martinique, la première cause de mortalité chez le jeune, c'est le suicide. Oui, oui. Tout à fait. C'est pas les accidents, c'est le suicide. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'effectivement... Des suicides déguisés en accident. Oui, mais enfin...
Oui, il y a des jeunes qui prennent des risques à un point tel que c'est une forme de suicide. Moi, je pense que la santé. Ah, je peux Quand on est jeune, on s'en fout la mort. On vit risqué, quoi. Mais on dit la même chose, c'est comme ça. Non, mais c'était pas ce que je voulais me suicider. Non, mais pour revenir à... Est-ce que je peux émettre une hypothèse? Juste une hypothèse. Je peux émettre une hypothèse? Allez, vas-y. Concernant la santé mentale et pourquoi le taux est aussi élevé chez nous. Moi, je pense sincèrement, c'est peut-être parce qu'il y a une sorte de démission de la famille. Et que, comme il y a une sorte de démission de la famille, forcément, les personnes se retrouvent seules, isolées. Et du coup, c'est ce qui fait que les personnes se sentent... Écoutez, on peut faire des diagnostics. Moi, je vous ai déjà donné la solution. Dès l'âge de 3 ans, l'enfant est à l'école. Eh bien, l'enfant est pris globalement en charge à l'école avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des médecins, avec tout le monde, pour pallier les difficultés que l'enfant rencontre à la maison. Voilà, l'école devient l'éducation des enfants. Participe avec les parents. C'est ça la solution. De quoi on voulait parler? Ça peut faire partie des sujets de discussion pour les prochaines élections. Hein. C'est pas mauvais. Pour nos territoires. Oui, bien sûr. Moi, je suis. On n'est pas contre. Hein. Il faut que ce soit discuté. Le but, c'est qu'on mette ça sur la table. C'est tout. C'est un vrai problème. J'avais proposé qu'on parle un peu de l'Afrique, puisque nous avons un Africain avec nous. Oui. On n'a pas discuté de ton front. Alors, c'était surtout ce qu'on entend un petit peu. Alors j'ai dit d'entrée que les gens écrivaient beaucoup actuellement, c'est très fourni maintenant, les écrits sur ce qui s'est passé, particulièrement ce qui s'est passé dans l'histoire de la Martinique, dans l'histoire de l'Afrique aussi. Donc c'était surtout pour revenir un peu sur quand on dit que oui, mais en Afrique, les Africains vendaient aussi leurs frères. Alors, quand par exemple on a parlé de réparation, oui, les Caribéens peuvent demander réparation, mais ils peuvent le demander aussi aux Africains. Alors c'est une question sur laquelle quand même les gens se penchent pour vérifier. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit aussi de le vérifier. Alors, ce que je lis actuellement, comme j'ai dit de plus en plus fourni, c'est qu'on finit par mieux étudier, mieux expliquer aux gens ce qui se passait. Ce que j'ai retenu, c'est que l'Afrique a quand même, premièrement, l'Afrique est certainement le pays où on a pillé le plus. Le continent. C'est le continent où tout le monde est venu piller. Tout le monde. Bon, très bien. Alors, et où la population est restée, les autochtones sont restés. On a pillé l'Amérique en faisant disparaître les Indiens, ou quand ils sont présents, ils sont la 3e roue de la charrette dans leur propre pays. C'est ça qu'il faut comprendre, alors que les Africains sont restés quand même dans le pays d'Afrique. Et vous savez pourquoi? Pour en Afrique ou... Oui, en Afrique. Alors dites-nous. Parce que les territoires étaient trop grands. Ah ben oui, c'est vrai, il était trop grand. Alors, d'après ce que je lis, les Africains ont subi 2 choses. Ils sont d'abord, dans l'histoire, ils ont subi... Ils étaient comme ils étaient, on va revenir dessus. Ils ont d'abord subi l'islam. L'islam à partir du 7e siècle. C'est l'envahisseur arabe, musulman, qui vient endoctriner, tel que c'était prévu par Mahomet, ces pays-là, l'Afrique, ils sont entrés en Afrique. Et donc ça a amené la religion musulmane. Et puis vous avez aussi les chrétiens qui sont venus à partir de la découverte de l'Amérique, bien entendu. Ils sont venus christianiser l'Afrique. On a amené le catholicisme. Bon, alors la question c'est, comment était l'Afrique avant? Eh bien, d'après ce que je lis, d'ailleurs je l'avais d'abord lu chez Kantia Diop, qui l'expliquait bien. Il y a Césaire qui le dit, qui dit avant c'était des sociétés communautaires, fraternelles, etc. Alors la religion, c'est vous le savez, vous l'avez lu partout, on dit que c'est... j'allais dire vitaliste, mais il y a un autre nom,
C'est animiste. Animiste, oui. Animiste. Alors, vous savez que on dit que, si vous prenez la religion chrétienne, on dit Dieu a créé l'homme à son image et il lui a insufflé, il a insufflé une partie de sa déité, hein, et que chaque homme porte en soi une partie du démiurge. Hein, ça se dit dans les religions, comment on dit, d'Abraham. La religion qui est issue de la religion d'Abraham, c'est-à-dire le catholicisme, c'est-à-dire le judaïsme, et aussi les musulmans, tous les trois étant issus de l'histoire d'Abraham. Alors, et dans cette religion, alors c'est là qu'il explique que cette religion qui fait que chaque homme a en soi une partie de Dieu, ferait qu'il ne peut pas être une civilisation à esclaves. Et il ne peut pas non plus réduire les gens en esclavage. Et donc il y a toute une démonstration que M. Laouché a lu d'ailleurs, aussi bien que moi, qui montre qu'avant l'arrivée des musulmans, avant l'arrivée des catholiques, chez l'esclavage ne pouvait pas être quelque chose faisant partie des communautés africaines. D'accord ? Et que c'était plutôt vitaliste, c'est-à-dire que chacun a en soi une partie de Dieu, chacun a en soi un souffle de Dieu, chacun représente une partie de la nature et vit en harmonie avec cette nature et que l'hospitalité, la fraternité, tout ça sont des valeurs extrêmement importantes, fondatrices d'ailleurs, et que la démonstration, ce ne sont pas des sociétés à esclaves, ce ne sont pas des sociétés pouvant pratiquer la traite. Et la traite serait venue de la traite arabo-musulmane et que l'esclavage des Noirs serait venu de la traite transatlantique, tout ça amené par des gens qui viennent de l'extérieur du continent. Mais que le continent lui-même, alors souvent, M. Laouché me dit, donc pour vous, avant l'arrivée de ces gens-là, c'était le paradis. Je réponds oui. L'Afrique était le paradis. Oui. Avant l'arrivée des Occidentaux. Oui, et c'est pourquoi je lui donne l'image. L'image qu'on voit d'ailleurs, c'est celui de ce pays immense où tous les animaux sont en liberté, où les hommes sont en liberté avec les animaux. C'est le paradis terrestre. Donc vous n'aurez pas le droit de vous moquer du docteur Montezuma à partir de ce qu'il vient de dire là. Vous avez envie de lui dire que c'est pas vrai tout ça, mais vous n'aurez pas le droit. Je peux juste dire une phrase. Après, on fera la prochaine fois. Je veux juste dire une phrase. Il faut juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez, dans toute l'Afrique noire, que c'était déjà une religion avant la religion chrétienne et la religion musulmane? Est-ce que c'était monothéiste? Est-ce que c'était monothéiste? Oui, je crois ça, oui. C'est bizarre parce que vous dites c'est monothéiste et vous dites l'arrivée des musulmans et l'arrivée des chrétiens. Mais si nous étions monothéistes avant, en réalité, c'est la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que moi, je vous parle toujours de ma religion. En fait, nous avons déjà un seul Dieu. Ce n'est pas les autres qui nous ont apporté un seul Dieu. Ce n'est pas la religion catholique qui nous a fait croire que nous en avions un seul. Nous avions déjà un seul Dieu. Il y avait un seul Dieu. Nous avions déjà un seul Dieu. Qu'est-ce que l'animisme? Que nous avons déjà un seul Dieu qui s'appelle. Je vous parle. Oui, mais je vous parle animiste. Écoutez, je vous parle de la religion de mon peuple, le peuple Bassa que je connais. Si vous écoutez, ça c'est pas compliqué, BA2SA, vous tapez religion Bassa, avant la colonisation, avant les musulmans, vous verrez, c'est écrit. Nous étions monothéistes, qu'un seul Dieu, d'accord, dont on considérait d'ailleurs qu'il nous avait abandonnés, raison pour laquelle nous faisons appel à nos ancêtres plus tard, puisque chaque fois qu'on lui dansait des prières, il n'y avait rien qui arrivait. Et nous avons conclu qu'en réalité, et ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'une partie finalement du Dieu est constituée de nos ancêtres, d'accord? Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui viendra dire ce que nous avons à faire, mais en réalité, c'est une partie de nous-mêmes que nous récupérons à chaque fois que nous passons d'une génération à l'autre, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En réalité, c'est cette relation, vous appelez ça animisme, nous on appelle ça notre religion à nous, d'accord? Animisme, c'est les autres qui l'ont décrit comme ça.
Et c'est pour ça que je dis toujours que la pénétration finalement de ces religions musulmanes, de ces religions chrétiennes, a été si facile à faire sur notre territoire parce qu'en réalité, elle correspondait à quelque chose qui était déjà quelque chose qui se vivait sur place. Je répète, ma religion Bassa, on dit de nous que nous sommes nés dans une grotte et nous sommes nés d'une femme. D'accord? Et que sortant de cette grotte, nous sommes arrivés devant un fleuve. Et que certains ont voulu traverser le fleuve et d'autres sont restés de ce côté-là. Ceux qui sont traversés le fleuve, ils ont le nom de Bassa et les autres sont partis faire autre chose ailleurs. C'est déjà ce que nous pensons dans notre religion qui était avant la religion chrétienne ou avant la religion musulmane. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se tromper. Pour moi, ces religions-là, ce sont les nôtres. C'est pour ça que je vous dis toujours que les religions dont on parle... C'est là que vous vouliez revenir. Mais oui, ce sont les nôtres. C'est pour ça, qu'elles font tellement écho à ce que nous sommes, en réalité. C'est pour ça que quand vous allez en Éthiopie, vous avez une religion, on dit c'est la religion juive, qui est là bien avant. Bien avant. D'accord? Donc quand on dit ça vient de chez... mais non, c'est une religion que nous avons pratiquée, nous pratiquons depuis toujours. Simplement avec le temps, elle a pris des tendances différentes et puis elle est revenue sous un autre cercle qui s'appelait pour certains le christianisme et pour d'autres la religion musulmane, mais qui en fait est la même. La croyance en un seul Dieu. C'est ce que je vous répète tout le temps. Mais il faut lire ça. Il ne faut pas lire seulement ce que les autres vous disent, il faut lire ce que nous écrivons ou ce que nous disons. J'espère qu'un jour vous viendrez chez moi. Parce que nous avons une peuple, je ne suis pas un bon box, je suis chef de village, mais je ne suis pas un bon box. C'est-à-dire ceux qui détiennent la connaissance des ancêtres. Il y en a un qui va venir là dans pas longtemps, ici en Martinique. Super. Il pourra vous enseigner sur ce que c'est. Sur ce que c'est que la vraie religion que nous avons chez nous, les Bassas. Je ne parle pas des autres, hein. Je parle de la religion Bassa d'où je proviens, d'où je suis issu. D'accord? Nous en parlerons et je vous dirai de quoi il s'agit. Il y a d'autres religions en Afrique que la religion Bassa. Non, mais ça, c'est les autres. Moi, je ne vous parle que de ce que je connais moi personnellement. Oui. La religion Bassa n'est pas la religion du continent africain. C'est la religion de votre village. Bassa, c'est un peuple. Oui. Mais dans tous les peuples d'Afrique, oui. Tous les peuples d'Afrique, en tout cas pour la grande majorité que je connais, ils ne connaissent qu'un seul Dieu. Quand vous allez en Inde, etc., ils ont plusieurs dieux. Le dieu de l'amour, le dieu de ceci, le dieu de cela. La guerre, etc. En Afrique, dans la plupart, la majorité des peuples africains, ils ne se reconnaissent que dans un Dieu. Mais attendez. Un seul. Il faut qu'on arrête. Ah d'accord. Désolé, on en parle la semaine prochaine si vous voulez. Il n'y a pas de ce souci. seul Dieu. Donc le monothéisme vient d'Afrique. Tout vient d'Afrique, il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne peut pas dire que ça... En tout cas, ça ne vient pas d'Europe, on est bien d'accord. Hein. Au moins, on est d'accord là-dessus. Non, mais on est d'accord. Au moins sur ça. Non, pas forcément. On n'est pas d'accord. Après, vous pensez... L'humanité Non, je pose la question. entière, Donc, pour vous, la religion catholique vient d'Europe, alors? Ah, elle vient pas d'Afrique. Oh là là. Bon, là, je ne sais pas quoi dire. Alors, on n'a pas envie de ces mentalités-là, ne me laissez pas... je ne sais pas. Mais attendez, ôtez-moi de doute. L'homo sapiens vient bien d'Afrique. Oui, l'homo sapiens. Non, mais tout vient d'Afrique. Parce que si vous me dites que la religion catholique vient d'Europe, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faisons comme ça, faisons avec. D'accord. Elle vient pas... Non, c'est pas de votre tribu, c'est pas de Bassa, la religion catholique. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Merci, docteur Moukaï, de nous avoir honoré de votre présence. Alors, merci à toutes et à tous. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes, en tout cas joyeux Noël pour la fête qui arrive. C'est déjà la semaine prochaine. Hein. Et puis, c'est jeudi, je crois. Hein, c'est ça? Oui, c'est jeudi. Voilà, et puis on se revoit la semaine prochaine. On se revoit quand même vendredi. Merci, docteur Montézium, d'avoir été là. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez bien compris, M. Larocher, aujourd'hui, vous l'avez lu comme moi-même, que l'esclavage est une chose qu'on a importée en Afrique. C'est pas né en Afrique. Absolument. Voilà, c'est ça. Merci, docteur Vaugirard. Merci. Été là. Merci, M. Larocher. Merci, M. Larocher. Il tient à son docteur. Non, mais il faut donner à César ce qu'il a apporté. Bon, écoutez, alors j'en profite pour lancer un coup de gueule. En ce moment, on coupe beaucoup les glycériens le long des routes, des voies. Hein, on est là Or, c'est la période de floraison des glycériens qui va commencer et qui va déclencher ce qu'on appelle la mielée, c'est-à-dire la production de miel. Donc, ce n'est pas la période pour couper les glycériens, messieurs, dames. Hein? Couper les glycériens en avril,
avril, mai, juin, Moi. si vous voulez, mais pas en fin d'année. Mais Vous moi, je- empêchez qu'on ait du miel. Oui, enfin, moi, je ne mange que du miel d'acacia. Vous, c'est glycéria. Non, chez nous, tous les miels sont mélangés. Ah bon, d'accord. Tous les pollens sont mélangés. Très bien, Donc, très on ne bien. peut pas avoir de miel d'acacia. Très bien, très Et là, bien. vous parlez à un spécialiste parce qu'il a des ruches chez lui. Ah, il a des ruches. Ah, il fait du miel pour le bon. Il est en train de se battre pour ses abeilles. Ben voilà, Je c'est comprends ça, bien. pour Bien sûr, Les bien sûr. abeilles. Et puis pour la production de miel de Martinique, c'est Ouais, pas pour moi tout à fait. seulement. Merci Cindy d'avoir été là. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et puis je souhaite de bonnes fêtes à tous. Et puis j'ai une pensée pour tous les enfants parce que c'est la fête de Noël, c'est la magie des enfants. Merci beaucoup. Passez un joyeux Noël. On se revoit vendredi prochain, si vous le voulez bien. Merci Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. Au revoir.